La peur qui rôde par Howard Phillips Lovecraft. Il y avait de l'orage dans l'air la nuit où je me rendis à la maison abandonnée du Mont des Tempêtes pour y découvrir la peur qui rôde. Je n'étais pas seul, car la témérité ne se mêlait pas encore chez moi à cet amour du grotesque et de l'horrible qui a fait de moi un éternel errant, en quête de ce qu'il y a de plus étrange et de plus terrible dans la littérature et dans la vie. Deux hommes robustes et fidèles m'accompagnaient. Ils avaient une longue habitude de ce genre d'expédition auquel ils convenaient parfaitement, et je les avais fait venir le moment venu. Nous avions quitté le village discrètement, à cause des journalistes qui ne cessaient d'y rôder depuis la panique affreuse du mois précédent. Lorsque était venue cette vision de cauchemar, la mort rampante. Plus tard, pensais-je, ils pourraient me servir, mais je ne voulais pas d'eux en ce moment. Plût à Dieu que je les eusse laissés effectuer ces recherches eux-mêmes. Je n'aurais pas été obligé de porter si longtemps ce secret et de le porter seul, de crainte que le monde me voie fou ou ne sombre dans la folie, à cause des implications démoniaques de tout cela. Si je me suis résolu à parler, c'est que j'ai peur que l'obsession ne me mène à la démence. Et maintenant, je voudrais n'avoir rien caché. Je suis seul à connaître la vérité sur la peur qui rôdait dans la montagne fantomatique et déserte. Après des kilomètres de forêt vierge et de collines, notre petite voiture n'eut pas la force de monter la dernière pente boisée. La nuit, la foule habituelle des enquêteurs, l'aspect du pays était encore plus sinistre que d'ordinaire. Aussi, fûmes-nous souvent tentés d'allumer les phares à acétylène, qui risquaient pourtant d'attirer l'attention. Ce paysage n'était vraiment pas agréable une fois la nuit tombée, et je crois que j'aurais remarqué son apparence morbide même en ignorant tout de la peur qui y rôdait. Il n'y avait pas de bêtes sauvages. Elles se tiennent coites au voisinage de la mort. Les vieux arbres frappés par la foudre semblaient étrangement grands et tordus, et le reste de la végétation, épais et chargé de fièvre, tandis que de curieux monticules et de petits tertres hérissaient la terre volcanique couverte d'herbes folles, évoquant des serpents et des crânes humains de proportions gigantesques. Les journaux avaient publié des récits circonstanciés de la catastrophe qui, pour la première fois, avaient attiré l'attention du monde sur la région. C'est par eux que j'appris très tôt que la peur rôdait depuis plus d'un siècle sur le Mont des Tempêtes. C'est une colline perdue, isolée dans cette partie des Catskills, à peine toujours cachée par la civilisation hollandaise dont les seuls vestiges sont constitués par de rares maisons et une population montagnarde dégénérée habitant de pitoyables hameaux. Les hommes normaux sont rarement allés dans ces parages avant la formation de la police d'État. Et même maintenant, les patrouilles sont rares. La peur, cependant, est de tradition depuis longtemps dans les villages voisins. C'est le principal sujet de conversation des pauvres montagnards lorsqu'il leur arrive de quitter leur vallée pour échanger des corbeilles tressées à la main contre les objets de première nécessité que ni la chasse ni l'élevage de leurs mains ne peuvent leur procurer. La peur rôdait sans cesse dans la maison des Martens. Abandonnée, évitée de tous, elle se dressait au sommet de la colline en pente douce, à qui la fréquence des orages a valu le nom de Mont des Tempêtes. Depuis plus de 100 ans, la vieille maison de pierre, entourée d'arbres, était le sujet de récits extravagants, incroyablement hideux, dont le thème était la mort, sous la forme d'un colossal démon silencieux et rampant, qui sortait l'été. On répétait en gémissant qu'après la tombée de la nuit, il s'emparait des voyageurs solitaires. Parfois, il les emportait, et parfois aussi il les laissait sur place, affreusement déchiquetés et rongés. On prétendait également que des traces de sang menaient à la maison abandonnée. D'après certaines personnes, c'était le tonnerre qui faisait sortir le démon de sa retraite. D'après d'autres, au contraire, le tonnerre était sa voix même. Personne, hormis les gens de la forêt, n'avait cru à ces contes variés et contradictoires qui décrivaient de manière incohérente et délirante le démon à peine entrevu. Pourtant, personne, fermier ou villageois, ne doutait que la maison des Martens fût hantée par un vampire. L'histoire locale interdisait d'ailleurs d'en douter, bien qu'on n'eût jamais eu la preuve de cela. Pourtant, nombreux étaient ceux qui s'étaient livrés à des recherches, après avoir entendu de la bouche des montagnards des récits particulièrement forts. Les aïeuls savaient des contes étranges sur le spectre des Martens,
Elle parlait de la bizarrerie, dissymétrie, des yeux qui étaient un trait héréditaire de la famille, de sa longue et curieuse histoire, et du crime, enfin, qui l'avait voué à sa malédiction. La catastrophe qui m'avait incité à me rendre sur place était la brutale et sinistre confirmation des plus étranges de ces légendes. Une nuit d'été, après un orage d'une violence sans précédent, le pays fut mis en émoi par les montagnards en proie à une terreur panique, qu'on ne pouvait attribuer à des hallucinations. Ces pauvres êtres hurlaient et frémissaient au souvenir de l'innommable terreur qui avait fondu sur eux. Personne ne mit leurs paroles en doute. Ils n'avaient rien vu, d'ailleurs, mais les cris provenant d'un des hameaux prouvaient assez que le démon rampant était passé. Le matin, les habitants du village et les policiers à cheval suivirent les montagnards à l'endroit où, disaient-ils, la mort était venue. La mort y était en effet. Dans l'un des villages, le sol s'était creusé comme sous l'effet de la foudre, emportant plusieurs de ces taudis malodorants. À ce dommage matériel s'ajoutait une dévastation organique qui le rendait insignifiant. L'endroit avait peut-être abrité 75 personnes, et on n'y voyait plus âme qui vive. La terre en folie était couverte de sang et de débris humains qui n'exprimaient qu'avec trop de force les ravages exercés par des dents et des griffes démoniaques. Pourtant, aucune trace ne partait du lieu du carnage. Personne ne fit de difficulté pour admettre qu'il s'agissait d'un animal monstrueux, et nul n'osa suggérer qu'il s'agissait peut-être d'un de ces crimes sordides qui se commettent parfois dans les communautés décadentes. On finit cependant par le dire, lorsqu'on apprit que 25 personnes n'étaient pas au nombre des cadavres. Même ainsi, il était difficile d'expliquer l'assassinat des 50 victimes par cet autre tiers. Mais il restait qu'une nuit d'été, le feu du ciel avait laissé en tombant dans le village maudit 50 cadavres horriblement rongés, mutilés et déchiquetés. Dans leur émotion, les gens du pays virent un rapport avec la maison des Martens, bien qu'elle fût distante de plus de 5 kilomètres. Les policiers, plus sceptiques, n'examinèrent que rapidement la maison au cours de leurs investigations et, constatant qu'elle était entièrement abandonnée, ne s'en occupèrent plus. Mais les gens du pays l'inspectèrent avec le plus grand soin. On retourna tout dans la maison, on sonda les mares et les ruisseaux, on bâtit les buissons, on fouilla la forêt voisine. Tout fut vain. Le démon n'avait pas laissé d'autres traces que cette destruction. Dès le second jour de l'enquête, l'affaire avait été complètement exposée par les journaux dont les correspondants ne cessaient de parcourir le monde des tempêtes. Ils décrivaient la maison avec grand luxe de détails et tentaient d'élucider le mystère en interrogeant les vieillards du pays. Je suivis d'abord le récit de ces horreurs avec nonchalance, car je suis un connaisseur en la matière. Mais au bout d'une semaine, ayant décelé une atmosphère troublante, je me mêlai le 5 août 1921 aux journalistes qui emplissaient l'hôtel de Lefferts Corner, le village le plus proche du mont des tempêtes, qui servait de quartier général aux enquêteurs. Au bout de 3 semaines, le départ des journalistes me donna la liberté de mettre sur pied une expédition fondée sur l'enquête minutieuse à laquelle je m'étais livré en attendant. Donc, par une nuit d'été déchirée de lointains roulements de tonnerre, je quittai la voiture silencieuse et montai avec mes 2 compagnons armés jusqu'au sommet couvert de bosses du mont des tempêtes. Les rayons de ma lampe électrique éclairaient les murs d'un gris spectral que laissaient entrevoir les chênes géants dans la solitude nocturne. La maison, vaste et massive, produisait une impression de terreur vague que le jour même ne dissiperait pas. Malgré tout, je n'hésitais pas puisque j'étais venu pour vérifier une hypothèse. À mon avis, le tonnerre faisait sortir le démon mortel de sa cachette, et que ce démon fût un être matériel ou une vapeur pestilentielle, j'avais bien l'intention de le voir. J'avais déjà fouillé la maison de fond en comble, aussi mon plan était-il tout prêt. J'avais décidé de m'installer pour faire le guet dans ce qui avait été la chambre de Jan Martens, dont le meurtre occupe tant de place dans les légendes du pays. Il me semblait que l'appartement de cette ancienne victime était celui qui convenait le mieux à mes projets. La pièce d'environ 6 mètres contenait, comme les autres, tout un fatras, vestige du mobilier d'autrefois. Située au second étage, à l'angle sud-est de la maison, elle était éclairée par 2 fenêtres sans vitres ni volets, une grande à l'est et une petite à l'ouest. En face de la plus grande se dressait une immense cheminée hollandaise revêtue de carreaux de faïence illustrant l'histoire du fils prodigue. En face de la petite fenêtre, un vaste lit avait été aménagé contre le mur.
Les roulements du tonnerre, bien qu'assourdis par les arbres, allaient en augmentant. Je mis au point mon plan. Je commençai par fixer côte à côte au bord de la grande fenêtre les 3 échelles de corde que j'avais apportées. Je savais, pour les avoir essayées, qu'elles permettraient d'atterrir sur l'herbe en un endroit commode. Puis, aidé de mes 2 compagnons, j'allais chercher dans une pièce voisine un grand lit à colonnes que je traînais latéralement contre la fenêtre. Après l'avoir recouvert de branches de sapin, nous nous y étendîmes, nos automatiques à portée de main. L'un de nous devait veiller, pendant que les 2 autres se reposeraient. De quelque côté que vint le démon, notre fuite était assurée. S'il venait de l'intérieur de la maison, nous devions nous sauver par les échelles de corde. S'il venait de l'extérieur, il nous restait la porte et l'escalier. D'après ce qui était déjà arrivé, nous ne pensions pas qu'il nous poursuivrait jusque-là, même en mettant les choses au pire. Je veillais de minuit à 1h. À ce moment, malgré l'atmosphère sinistre de cette maison, le tonnerre et les éclairs, je fus pris d'une étrange somnolence. J'étais allongé entre mes 2 compagnons, George Bennett du côté de la fenêtre et William Toby du côté de la cheminée. Celle-ci me fascinait étrangement. Je n'arrivais pas à en détacher mes regards. Bennett dormait, saisi apparemment de la même curieuse somnolence que moi, et je désignais Toby pour monter la garde. Pourtant, lui aussi commençait déjà à dodeliner de la tête. Le tonnerre de plus en plus fort avait dû influencer mes rêves. Mon bref sommeil fut plein de visions d'apocalypse. Je m'éveillais à moitié, sans doute parce que Bennett, en dormant, avait jeté son bras en travers de ma poitrine. Je n'étais pas suffisamment éveillé pour voir si Toby s'acquittait convenablement de ses devoirs de guetteur. Cependant, j'étais très anxieux. Jamais la présence du mal ne m'avait jamais oppressé à ce point. Je dus me rendormir car c'est d'un chaos plein de fantasmes que j'émergeais lorsque des cris hideux déchirèrent la nuit, des cris tels que je n'en avais jamais entendus ou même imaginés. Au milieu de ces cris, la terreur et l'angoisse frappaient du fond de l'âme aux portes d'ébène de l'oubli, follement et sans espoir. Je m'éveillai pour entrer dans un univers de folie rouge, plein de démons moqueurs, et je crus descendre dans une abîme de terreur inconcevable. Il n'y avait pas de lumière, mais sentant le vide à ma droite, je compris que Toby était parti. Dieu seul sait où. Sur ma poitrine reposait encore le bras lourd du dormeur de gauche. Puis vint cet éclair destructeur qui embrala la montagne tout entière, illumina les recoins les plus profonds de la forêt séculaire et fendit le plus vieux des arbres tordus. L'éclair démoniaque d'une monstrueuse boule de feu réveilla brusquement le dormeur, et à la lueur qui venait de la fenêtre, j'aperçus brusquement son ombre sur l'immense cheminée, d'où je n'avais pu détacher mon regard. Que je sois encore vivant et sain d'esprit est un miracle que je ne peux comprendre. Non, je ne le peux. Car l'ombre que je voyais sur cette cheminée n'était ni celle de George Bennett, ni celle d'aucune créature humaine, mais d'une anomalie prodigieuse, un blasphème vivant sorti du fond de l'enfer. Une abomination sans forme et sans nom que l'esprit se refuse à concevoir et que la plume est impuissante à décrire. L'instant d'après, je me retrouvais seul dans la maison maudite, tremblant et hurlant de peur. George Bennett et William Toby étaient partis sans laisser de traces ni même de lutte. Nul n'a plus jamais entendu parler d'eux. Après cette épouvantable aventure dans la maison cernée par la forêt, je restai couché quelques jours à bout de nerfs dans ma chambre d'hôtel de Lefferts Corner. Je ne sais plus comment je parvins à retrouver la voiture, à la mettre en marche et à regagner le village sans être vu. Je me rappelle seulement les arbres titanesques aux branches tourmentées, les roulements de tonnerre démoniaques, et les ombres venues d'au-delà du Styx sur les monticules qui parsemaient la région. À force de réfléchir, en tremblant, à l'ombre que j'avais vue sur la cheminée et dont l'aspect défiait la raison, je compris que j'avais mis à jour une, au moins, des horreurs suprêmes de l'univers, une de ces flétrissures sans nom des ténèbres extérieures dont nous entendons parfois les faibles grouillements au bord extrême de l'espace et contre lesquels notre vision limitée nous a miséricordieusement immunisés. L'ombre que j'avais vue, j'osais à peine l'analyser ou l'identifier. La chose s'était allongée cette nuit-là, entre la fenêtre et moi, et frémissant de terreur, je ne pouvais rejeter le désir instinctif de savoir ce que c'était. Si seulement elle avait grogné, ou aboyé, ou ri même, il me semblait que cette impression de hideur insondable aurait disparu. Mais non, c'est en silence qu'elle avait posé sur moi son bras lourd, ou sa jambe.
Il s'agissait évidemment de quelque chose d'organique. Ian Martens, dont nous avions envahi la chambre, était enterré près de la maison. Il me fallait retrouver Bennett et Toby s'ils étaient encore en vie. Pourquoi l'ombre les avait-elle emportés, m'épargnant seul? Dormir est si accablant et rêver si horrible. Au bout de quelques jours, je me rendis compte que si je ne voulais pas m'effondrer complètement, il me fallait raconter mon histoire à quelqu'un. J'avais déjà décidé de poursuivre mes recherches car il me semblait dans mon innocence que l'incertitude était pire que tout, même si la vérité était terrible. Aussi je me résolus à ce qui me semblait la meilleure solution, choisir un confident et retrouver les traces de la chose qui avait fait disparaître mes deux compagnons et dont j'avais vu se profiler l'ombre de cauchemar. Les gens que je connaissais le mieux à l'Efferts Corner étaient les journalistes. Quelques-uns d'entre eux étaient restés pour recueillir les derniers échos de la tragédie, et c'est parmi eux que je décidai de choisir un compagnon. Plus je réfléchissais, plus mes préférences m'entraînaient vers un certain Arthur Munro, brun et maigre, âgé de 35 ans environ, que son éducation, ses goûts, son intelligence et son caractère semblaient annoncer comme un homme qui ne se laisserait pas arrêter par des idées conventionnelles. Un après-midi du début de septembre, je lui racontai mon histoire. Je vis tout de suite qu'il écoutait avec intérêt et sympathie. Lorsque j'ai eu fini, sa façon d'analyser le problème dénotait une grande acuité d'esprit et un excellent jugement. Il me donna en outre des conseils fort judicieux. Selon lui, il fallait suspendre les opérations à la maison Martens jusqu'à ce que nous possédions davantage de détails historiques et d'éléments géographiques. Sur son initiative, nous parcourûmes le pays à la recherche d'informations concernant la famille Martens. Un homme nous communiqua le journal intime de son aïeul, admirablement révélateur, et nous eûmes de longs entretiens avec les rares montagnards que la terreur n'avait pas fait fuir. Nous décidâmes de faire précéder notre tâche principale, l'examen complet et définitif de la maison à la lumière de son histoire détaillée, d'un examen également complet et définitif des lieux associés aux différentes tragédies rapportées par la légende. Les résultats de ces examens ne furent guère concluants au début. L'ensemble pourtant paraissait indiquer une tendance significative, à savoir que toutes ces horreurs avaient eu lieu en général dans des endroits relativement proches de la maison abandonnée, ou reliés à elle par des parties de forêt où la végétation trop riche avait quelque chose de morbide. Il y avait, il est vrai, des exceptions. En fait, le massacre qui avait attiré l'attention du monde sur la région s'était produit dans un espace sans arbres, aussi éloigné de la maison que de la forêt. Sur l'apparence et la nature du démon, on ne pouvait rien tirer des villageois effrayés et stupides. Ils le qualifiaient à la fois de serpent et de géant, de démon de la foudre et de chauve-souris, de vautour et d'arbre en marche. Pour nous, nous pensions qu'il s'agissait d'un organisme vivant très sensible aux phénomènes électriques des orages. Bien que certains récits fissent allusion à des ailes, il nous semblait, en raison de son aversion pour les grands espaces vides, que la créature en question devait probablement marcher. La seule objection valable était la rapidité avec laquelle elle avait dû se déplacer pour accomplir tous les actes qui lui étaient attribués. Lorsque nous connûmes mieux les montagnards, nous les trouvâmes, par beaucoup de côtés, étrangement sympathiques. Ils étaient simples comme des bêtes, retournant d'ailleurs doucement à l'état animal, en raison de leur malheureuse hérédité et de leur isolement appétissant. Malgré leur crainte des étrangers, ils s'habituèrent à nous peu à peu, et finalement nous apportèrent une aide non négligeable, lorsque, au cours de nos recherches, nous entreprîmes de battre les fourrés et de démolir les murs intérieurs de la maison. Quand nous leur demandâmes de nous aider à retrouver Bennett et Toby, ils montrèrent un chagrin sincère. Ils voulaient bien collaborer avec nous, mais ils savaient que mes malheureux compagnons avaient, comme les leurs, quitté définitivement ce monde. Nous étions convaincus de la mort et de la disparition des hommes du village ainsi que de l'extermination des bêtes sauvages. Nous nous préparions avec appréhension à d'autres tragédies. Au milieu d'octobre, nous fûmes étonnés d'avoir avancé si peu. Les nuits étaient claires, il ne s'était rien passé et la vanité de nos recherches pourtant complètes nous faisait presque considérer la peur qui rôde comme un être immatériel. Nous redoutions la venue du froid qui nous empêcherait de poursuivre nos recherches, puisque de l'avis général, le démon se tenait toujours tranquille en hiver. Aussi fut-ce avec une sorte de hâte désespérée que nous nous livrâmes pour la dernière fois à un examen en plein jour dans le hameau frappé par l'horreur, abandonné maintenant par les montagnards tant ils en avaient peur. Le village maudit n'avait jamais eu de nom lui-même. Il s'étendait depuis longtemps dans une faille sans arbre située entre deux sommets,
appelés respectivement Cone Mountain et Maple Hill. Il était plus proche de celui-ci que de l'autre. Quelques-unes des frustes demeures étaient en réalité creusées dans le flanc de Maple Hill. Il se trouvait à près de 3 kilomètres au nord-ouest de la base du mont des Tempêtes et à 5 environ de la maison au milieu des chênes. Entre le hameau et la maison, il y avait bien 3 kilomètres entièrement déserts du côté du hameau. La plaine était à peu près nue. Seuls s'y dressaient quelques monticules semblables à des serpents, et la maigre végétation se composait d'herbes et de plantes desséchées. En examinant la topographie, nous avions fini par conclure que le démon avait dû venir par Cone Mountain, qui se prolongeait au sud par un bois jusqu'à une courte distance de l'éperon ouest du mont des Tempêtes. Nous fîmes remonter la trace du soulèvement de terrain jusqu'à un éboulement venant de Maple Hill. La foudre tombant sur un grand arbre isolé avait fait sortir le monstre. En inspectant pour la 20e fois chaque centimètre du village maudit, Arthur Munro et moi étions à la fois découragés et saisis d'une vague et nouvelle appréhension. Il était singulier, même pour des gens habitués à l'effroi et au mystère, de se trouver devant un endroit aussi dépourvu d'indices après des événements aussi accablants. Nous marchions sous un ciel qui devenait couleur de plomb, animé de ce zèle tragique, et sans but que provoque l'impression mêlée de la futilité et de la nécessité de l'action. Nous revîmes tout avec un soin minutieux, entrant de nouveau dans toutes les chaumières, fouillant chaque trou de la montagne à la recherche de cadavres, inspectant chaque centimètre du sol épineux pour voir s'il ne recelait pas quelque faille ou quelque caverne. Mais tout cela sans résultat. Pourtant, comme je l'ai déjà dit, nous éprouvions une crainte vague, comme si de gigantesques griffons aux ailes de chauve-souris nous contemplaient par-delà les abîmes transcosmiques. L'après-midi s'avançait et on y voyait de moins en moins. Le tonnerre se fit entendre tout au-dessus du mont des Tempêtes. Cela nous émut, naturellement, mais moins que s'il avait fait complètement nuit. En tout cas, nous espérions de toutes nos forces que l'orage continuerait une fois la nuit venue, et nous abandonnâmes nos recherches pour nous diriger vers le plus proche hameau habité. Nous demanderions à un groupe de montagnards de nous accompagner. Malgré leur timidité, en effet, quelques jeunes gens étaient assez rassurés par notre autorité protectrice pour nous promettre leur concours. Nous étions à peine partis que des torrents de pluie se mirent à tomber avec une telle violence qu'il fallut bientôt chercher un abri. Le ciel était si sombre qu'on se serait cru en pleine nuit. Mais guidés par les éclairs et par notre connaissance intime du terrain, nous ne tardâmes pas à atteindre en trébuchant la cabane la moins perméable du hameau. C'était un assemblage hybride de planches et de rondins, dont la porte et l'unique fenêtre minuscule donnaient sur Maple Hill. Nous réussîmes à barricader la porte pour nous protéger du vent et de la pluie, et à assujettir le grossier volet de bois que nos fréquentes fouilles nous avaient appris à trouver. C'était lugubre de rester dans cette obscurité, assis sur des caisses. Heureusement, nous avions nos pipes, et de temps à autre nous éclairions la cabane avec nos lampes de poche. Par moments, nous voyions les éclairs par les fissures du mur. Le temps était si extraordinairement sombre que chaque éclair était bien visible. Cette veillée dans l'orage me rappelait les moments affreux que j'avais connus sur le mont des Tempêtes. Mon esprit se mit à retourner le problème qui ne cessait de se présenter à lui depuis cette nuit de cauchemar. Je me demandais une fois de plus pourquoi le démon, en approchant des 3 dormeurs, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, d'abord s'était emparé des hommes qui reposaient sur les côtés, laissant celui du milieu jusqu'à la fin, au moment où la boule de feu l'avait fait fuir. Pourquoi n'avait-il pas saisi ses victimes dans la succession qui se présentait, moi-même étant le second, quelle que fût la direction d'où il venait? Avec quel tentacule démesuré saisissait-il ses proies? Ou encore savait-il que c'était moi le chef, me réservant pour un destin pire que celui de mes compagnons? Perdu dans mes réflexions, j'entendis brusquement, comme pour les intensifier, le bruit terrible de la foudre qui tombait tout à côté, immédiatement suivi de celui d'une avalanche. En même temps, le vent s'éleva. On eût dit d'abord des hurlements de loups s'enflant peu à peu pour se terminer en ululements. Nous eûmes la certitude que l'arbre isolé de Maple Hill avait été frappé de nouveau, et Munro se dirigea vers la petite fenêtre pour s'assurer des dégâts. Lorsqu'il ôta le volet, le vent et la pluie s'engouffrèrent dans la cabane avec un bruit assourdissant, et je ne pus saisir ses paroles. Il se pencha alors au dehors, essayant de percer le mystère de la nature en délire. Peu à peu, le vent s'apaisa et cette obscurité exceptionnelle diminua. L'orage allait finir.
J'avais espéré qu'il durerait jusqu'à la nuit pour favoriser nos recherches, mais un furtif rayon de soleil apparut derrière moi, ôtant toute vraisemblance à cette idée. Je dis à Munro que nous ferions bien d'avoir un peu de lumière, même si la pluie devait reprendre. Puis je déverrouillai la porte et l'ouvris. Dehors, le sol n'était plus qu'une masse informe de boue, de flaques d'eau et de petits monticules de terre provenant du dernier éboulement. Je ne voyais rien cependant qui justifiât l'intérêt de mon compagnon toujours penché à la fenêtre et muet. Je traversai la pièce et lui touchai l'épaule, mais il ne bougea pas. Je le secouai en manière de plaisanterie et le fis tourner. Je sentis alors la terreur me mordre comme un cancer venu du fond des âges et des abîmes insondables de la nuit éternelle. Car Arthur Munro était mort, et dans ce qu'il restait de sa tête rongée et creusée, il n'y avait plus de visage. La nuit du 8 novembre 1921, au milieu des hurlements de la tempête, j'étais seul et je creusais comme un dément dans la tombe de Jan Martens. J'avais commencé à creuser dans l'après-midi parce qu'un orage se préparait et maintenant qu'il faisait nuit et que l'orage grondait au-dessus des feuilles, à l'épaisseur étrange, j'étais heureux. Je crois que j'avais eu l'esprit passablement dérangé par ce qui était arrivé le 5 août, l'ombre monstrueuse dans la maison, la fatigue, la déception, et enfin, au mois d'octobre, ce que j'avais vu au hameau pendant l'orage. Après ce dernier événement, j'avais creusé une fosse pour un homme dont je ne comprenais pas la mort. Je savais que les autres ne comprendraient pas non plus. Aussi leur laissai-je croire qu'Arthur Munro avait tout simplement disparu. On chercha partout, mais en pure perte. Les montagnards, eux, auraient pu comprendre, mais je n'osais pas les effrayer encore. Je semblais moi-même étrangement insensible. Le choc que j'avais éprouvé dans la maison, sur la colline, avait ébranlé mon cerveau. J'étais obsédé par la recherche de ce monstre qui avait pris dans mon esprit des proportions gigantesques, recherche que le tragique destin d'Arthur Munro me fit jurer de garder secrète. Le décor de l'endroit où je creusais aurait suffi à ébranler les nerfs d'un homme ordinaire. Des arbres sinistres de taille anormale et d'aspect grotesque me contemplaient d'en haut comme les colonnes de quelque temple infernal, assourdissant le bruit du tonnerre et celui du vent, laissant passer quelques rares gouttes de pluie. Là-bas, au-delà des troncs meurtris, illuminés par de faibles éclairs, se dressaient les pierres humides et couvertes de lierre de la maison abandonnée. Un peu plus près s'étendait le jardin hollandais aux allées et aux massifs pollués par une végétation surabondante, blanche, fétide et corrompue, qui n'avait jamais reçu la pleine lumière du jour. Tout près se trouvait le cimetière familial, où des arbres difformes étendaient leurs branches folles, pendant que leurs racines, soulevant hideusement les dalles, suçaient les sucs vénéneux du sous-sol. De temps en temps, au-dessus du brun manteau de feuilles qui pourrissaient et suppuraient dans l'obscurité de cette forêt antédiluvienne, je pouvais déceler les contours sinistres de ces petits monticules qui semblaient caractéristiques de cette région meurtrie par la foudre. C'est l'histoire qui m'avait amené à cette tombe ancienne. L'histoire, en fait, était tout ce qui restait maintenant que tout le reste avait sombré dans un satanisme dérisoire. Je croyais alors que cette peur qui rôdait n'était pas une chose matérielle, mais un fantôme au croc de loup qui chevauchait les éclairs à minuit. Je croyais, en raison des nombreuses traditions locales que j'avais recueillies au cours de mes recherches en compagnie d'Arthur Munro, que ce fantôme était celui de Jan Martens, mort en 1762. C'est pourquoi, comme un dément, je creusais dans sa tombe. La maison des Martens fut bâtie en 1670 par Gerrit Martens, riche négociant de la Nouvelle-Amsterdam, qui haïssait le changement apporté par la souveraineté britannique. Il avait fait élever cette magnifique demeure dans une forêt isolée dans la solitude vierge et le décor étrange lui plaisait. Sa seule déception était la fréquence des orages d'été. En choisissant cette colline pour y bâtir sa demeure, Mynheer Martens avait attribué ces phénomènes à une particularité de cette année-là. Mais avec le temps, il s'aperçut que l'endroit y était décidément sujet. À la fin des orages, lui donnant mal à la tête, il meubla une cave où il put se retirer pour échapper à leur vacarme infernal. On en sait moins encore sur les descendants de Gerrit que sur lui-même, puisque tous furent élevés dans la haine de la civilisation britannique et rompirent avec les colons qui l'avaient accepté. Ils menaient une vie extrêmement retirée et les gens disaient que leur isolement leur avait fait l'esprit lourd et la parole difficile.
Physiquement, ils présentaient une certaine particularité héréditaire. Ils avaient les yeux vairons, l'un étant généralement bleu et l'autre brun. Leurs contacts sociaux se firent de plus en plus rares et à la fin, ils prirent femme dans les familles des serviteurs du domaine. Une grande partie de cette nombreuse famille dégénéra, s'en alla de l'autre côté de la vallée et se mêla à la population bâtarde qui devait produire cette race de pitoyables montagnards. Les autres s'accrochèrent obstinément à la demeure de leurs ancêtres, de plus en plus ancrés dans l'esprit de clan, de plus en plus taciturnes et de plus en plus sensibles aux orages. La plupart de ces renseignements parvinrent au monde extérieur par l'entremise de Jan Martens, le jeune, personnage aventureux qui s'engagea dans l'armée des colons quand la nouvelle de la convention d'Alba parvint au monde des tempêtes. Ce fut le premier des descendants de Gerrit Martens à voir le monde. Lorsqu'il revint en 1760, après 6 ans de campagne, son père, ses oncles et ses frères lui vouèrent la même haine qu'à un étranger, en dépit des yeux qu'il avait vairons comme tous les Martens. Il ne se sentait plus la force de partager les préjugés de sa famille. Les orages même de la montagne ne réussissaient plus à l'exciter comme autrefois. Au contraire, le pays le déprimait et dans ses lettres à un ami d'Albany, il s'ouvrait fréquemment de son projet de quitter le toit paternel. Au printemps de 1763, cet ami d'Albany, John Clifford, s'inquiéta du silence de son correspondant, surtout étant donné les circonstances et l'atmosphère querelleuse qui régnaient chez les Martens. Décidé à rendre lui-même visite à Yann, il s'en alla à cheval dans la montagne. D'après son journal intime, il arriva au mont des tempêtes le 20 septembre et trouva la maison dans un état de délabrement. Les Martens, êtres taciturnes aux yeux étranges, le rebutèrent par leur allure animale et négligée et lui dirent de leur voix rauque que Yann était mort. Ils précisèrent qu'il avait été tué par la foudre l'automne précédent et qu'il avait été enterré dans le jardin mal entretenu, situé en contrebas. Ils lui montrèrent la tombe, nue, sans fleurs ni inscription. Les Martens déplurent à Clifford et leur comportement éveilla ses soupçons. Une semaine plus tard, il revint avec une bêche et une pioche pour fouiller le cimetière. Il découvrit ce à quoi il s'attendait, un crâne horriblement écrasé, comme s'il avait reçu un coup violent. Dès son retour à Albany, Jonathan Clifford accusa ouvertement les Martens de l'assassinat de leurs parents. On manquait de preuves légales, mais l'histoire se répandit rapidement dans la campagne, et depuis ce temps les Martens furent tenus à l'écart. Personne ne voulait avoir affaire à eux, et à leur lointaine demeure, considérée comme maudite, étaient fuis de tout le monde. Ils réussirent cependant à ne dépendre de personne et à vivre des produits de leur domaine. Parfois, des lumières venues de la lointaine colline attestaient qu'ils étaient toujours là. On les vit jusque vers 1810, mais les derniers temps, elles se faisaient de plus en plus rares. Pendant ce temps, il se formait à propos de la maison et de la montagne un ensemble de légendes diaboliques. On n'en évita que plus assidûment la maison et la tradition s'accrut de tous les mythes imaginables. Personne n'alla au mont des tempêtes jusqu'en 1816, date à laquelle les montagnards finirent par remarquer qu'il n'y avait plus jamais de lumière. Une expédition en groupe y fut alors menée, et l'on trouva la maison abandonnée et en ruine. Comme on ne découvrit pas le moindre squelette, on en déduisit que les Martens étaient partis avant de mourir. Ce départ semblait déjà ancien, et des hangars improvisés montraient que la famille avait dû être très nombreuse les derniers temps. Son niveau de vie était tombé très bas, comme le prouvait le mobilier délabré et l'argenterie dépareillée, qui devaient être inutilisés déjà longtemps avant le départ des propriétaires. Malgré ce départ, on continua à avoir peur de la maison hantée. Cette peur s'intensifia lorsque des histoires de plus en plus étranges naquirent parmi les montagnards dégénérés. Abandonnée, redoutée et associée à jamais au fantôme de Jan Martens, telle elle était encore, cette nuit où je creusais dans sa tombe. J'ai dit que je creusais comme un dément, et c'est vrai. J'avais eu au fait de déterrer le cercueil de Jan Martens, il ne contenait plus que de la poussière et du salpêtre. Mais dans mon désir forcené d'exhumer son fantôme, je fouillais maladroitement et sans méthode au-dessous de l'endroit où il avait reposé. Dieu seul sait ce que je m'attendais à trouver. J'avais seulement l'impression que je creusais dans la tombe d'un homme dont le fantôme rôdait la nuit. Je ne peux dire à quelle profondeur monstrueuse j'atteignis avec ma bêche. Bientôt mes pieds traversèrent le sol et je tombais dans un trou. Étant donné les circonstances, c'était un événement prodigieux. L'existence d'un souterrain confirmait mes théories les plus folles. Ma lanterne s'était éteinte dans ma chute, mais je tirai ma lampe de poche et examinai le tunnel qui s'étendait à l'infini dans 2 directions opposées.
Il était largement assez vaste pour qu'un homme s'y glissât, bien que nul être sain d'esprit ne s'y fût risqué en un pareil moment. J'oubliais le danger, la raison et le souci de la propreté dans mon idée fixe de faire sortir le démon de sa cachette. Je pris la direction de la maison et me glissai avec témérité dans l'étroit boyau. J'avançai rapidement en rampant, tâtonnant comme un aveugle, et ne me servant que rarement de ma lampe. Quelle langue pourrait décrire ce spectacle? Un homme perdu dans les entrailles de la terre avançait en se tordant, respirant avec peine, grattant le sol comme un fou dans les détours ensevelis de cette obscurité sans âge. Le temps était aboli. Je ne me souciais plus du danger. J'avais même oublié le dessein que je poursuivais. Certes, il y a là quelque chose d'ignoble, mais c'est pourtant ainsi que la chose se passa. À la fin, le souvenir même de la vie s'effaça et je ne fus plus qu'un avec les taupes et les larves des profondeurs. Ce ne fut vraiment que par accident que j'appuyai sur le bouton de ma lampe électrique, de sorte qu'elle se mit à briller mystérieusement dans le boyau de terre desséché qui continuait à se tordre et à s'allonger devant moi. J'avançais sans doute depuis un certain temps et ma pile était presque à bout de course lorsque, le couloir remontant brusquement, je dus changer ma manière d'avancer. Je levai les yeux nullement préparés à voir briller au loin 2 reflets démoniaques de ma lampe expirante, 2 reflets d'une luminosité funeste sur laquelle le doute n'était pas permis, éveillant en moi des souvenirs vagues et affolants. Je m'arrêtai automatiquement, mais n'eus pas l'intelligence de retourner sur mes pas. Les yeux approchaient, et pourtant de la créature à laquelle ils appartenaient, je ne distinguais qu'une griffe. Mais quelle griffe! Puis, très loin au-dessus de ma tête, j'entendis un craquement que je reconnus. C'était le tonnerre de la montagne, saisi d'une fureur hystérique. Je remontais déjà depuis quelque temps et la surface maintenant n'était plus très loin. Au bruit assourdi du tonnerre, ses yeux continuaient de me fixer avec une méchanceté froide. Dieu merci, j'ignorais alors ce que c'était, sinon je serais mort. Mais je fus sauvé par le tonnerre qui avait appelé cette chose, car après une attente atroce, éclata du ciel invisible un de ces coups de foudre dirigés contre la montagne, et dont j'avais remarqué çà et là les répercussions, sous forme d'entailles dans la terre meurtrie, et de météorites de tailles diverses. Avec une rage cyclopéenne, la foudre déchira le sol au-dessus de ce puits damné, m'aveuglant et m'assourdissant sans cependant me faire perdre complètement connaissance. Dans le chaos de terre glissante et mouvante, je griffais et me débattis jusqu'au moment où la pluie tombant sur un visage me ranima. Je m'aperçus alors que j'étais revenu à la surface dans un endroit qui m'était familier. Une pente abrupte et sans arbre de la montagne. D'autres éclairs illuminèrent le sol défoncé et les restes du bizarre petit tertre qui s'étendait depuis le sommet boisé. Mais il n'y avait rien dans ce chaos qui me révéla l'endroit d'où j'étais sorti du souterrain mortel. Mon cerveau également était un chaos, mais en apercevant au loin une lueur rouge, je compris par quelle horreur je venais de passer. Lorsque 2 jours plus tard, les montagnards me dirent ce que signifiait cette lueur rouge, je ressentis une horreur plus grande encore que celle qui m'avait déjà assailli dans le souterrain à la vue de la griffe et des yeux, car ce qu'elle impliquait était accablant. Dans un hameau éloigné de 35 kilomètres, une orgie de terreur avait suivi le coup de foudre qui m'avait ramené à la surface, et une chose sans nom était tombée d'un arbre dans une cabane au toit branlant. Elle avait eu le temps de frapper, mais les gens du pays, foudrage, avaient mis le feu à la cabane avant qu'elle ait pu s'échapper. Cela s'était passé au moment même où la terre s'était effondrée sur la créature à yeux et à griffes. Un homme qui, sachant ce que je savais sur le monde des tempêtes, chercherait à découvrir seule la peur qui y rôdait serait anormal. Que 2 au moins des phénomènes qui donnaient corps à cette peur fussent détruits ne donnait qu'une mince garantie de sécurité physique et mentale dans cet acquérant diabolique et multiforme. Je n'en continuais pas moins mes recherches, mon zèle augmentant à mesure que les événements devenaient de plus en plus monstrueux. Lorsque 2 jours après mon effroyable aventure dans cette crypte où j'avais vu les yeux et la griffe, j'appris qu'à 35 kilomètres de là, un nouveau meurtre avait été commis au moment même où les yeux me regardaient. J'éprouvais les convulsions véritables de la terreur. Ce que j'éprouvais était un mélange de peur, de stupeur et de fascination, si intime qu'il en était presque agréable.
Parfois, dans les affres du cauchemar, lorsque les puissances invisibles vous font tourbillonner au-dessus des toits d'étranges cités mortes vers l'abîme grimaçant de Nice, c'est un soulagement et presque un plaisir de hurler sauvagement et de se jeter volontairement dans le noyau hideux des rêves et de faire sombrer dans les gouffres sans fond. Il en était de même pour ce cauchemar vivant du monde des tempêtes. Découvrir qu'il y avait en réalité 2 monstres m'avait donné un désir fou de plonger dans le sol même de ce pays maudit et de mes mains nues de faire sortir de la terre empoisonnée la mort qui en couvrait chaque centimètre. Dès que je le pus, j'allais voir la tombe de Jan Martens et creusai vainement au même endroit. Un grand éboulement avait effacé toute trace du passage souterrain et la pluie avait tellement repoussé la terre dans l'excavation que je ne savais plus jusqu'à quelle profondeur j'avais creusé. Je me rendis également au hameau où la créature de mort avait été brûlée. Je ne fus guère payé de mes peines. Dans les cendres de la cabane tragique, je trouvai plusieurs ossements, mais aucun apparemment ne se rapportait au monstre. Les montagnards prétendaient qu'il n'y avait eu qu'une seule victime, mais à mon avis ils se trompaient, puisqu'à côté d'un crâne d'homme entier se trouvait un autre fragment d'os qui, sans nul doute, avait également fait partie d'un crâne humain. Bien qu'on eût vu tomber le monstre, nul ne pouvait dire à quoi il ressemblait. Ceux qui l'avaient vu disaient simplement que c'était un démon. Examinant l'arbre où il s'était tapi, je ne vis aucune marque particulière. J'essayai de retrouver des traces dans la forêt obscure, mais cette fois je ne pus supporter la vue de ces fûts à l'air malsain, de ces racines semblables à des serpents qui se tordaient méchamment avant de s'enfoncer dans le sol. Puis je me mis en devoir d'examiner une fois de plus le hameau abandonné où la mort avait sévi davantage, et où Arthur Munro avait vu quelque chose que la mort l'avait empêché de décrire. Bien que mes recherches précédentes eussent été vaines en dépit de leur minutie, j'avais maintenant de nouveaux éléments d'information à éprouver. Mon horrible circuit dans la tombe m'avait convaincu que l'une au moins de ces créatures était souterraine. Cette fois, le 14 novembre, mes recherches concernèrent spécialement les flancs de Cone Mountain et de Maple Hill, qui donnaient sur le malheureux hameau, et j'apportai une attention particulière à la terre meuble de la région où s'était produit l'éboulement sur Maple Hill. L'après-midi ne m'apporta rien de nouveau et le crépuscule survint au moment où, de Maple Hill, je contemplais le hameau et le mont des tempêtes, de l'autre côté de la vallée. Le coucher de soleil avait été magnifique et la lune montait presque entière, déversant sa lumière argentée sur la plaine, la montagne et les monticules qui s'élevaient çà et là. C'était un décor paisible et idyllique, mais sachant ce qu'il cachait, je me prenais à le haïr. Oui, je haïssais la lune moqueuse, la plaine hypocrite, la montagne pourrie et ses monticules empreints d'une alliance malfaisante avec des puissances cachées, tourmentées. Là, comme je regardais vaguement le paysage au clair de lune, mon regard fut attiré par quelque chose de singulier dans la nature et la disposition de certains éléments topographiques. Sans avoir de notion bien précise de géologie, dès les débuts j'avais été intrigué par les monticules et les tertres qui couvraient la région. J'avais déjà remarqué qu'ils étaient nombreux autour du mont des tempêtes, et moins fréquents dans la plaine que sur la montagne elle-même. L'existence d'un glacier préhistorique expliquait sans doute cette moindre résistance aux caprices et à la fantaisie du sol. Maintenant, devant les ombres sinistres qui s'allongeaient au clair de lune, je me rendais compte clairement que les points et les lignes du réseau de monticules étaient également en rapport avec le sommet du mont des tempêtes. Le sommet était sans doute un centre d'où rayonnaient indéfiniment et irrégulièrement les lignes et les rangées de monticules, comme si la demeure des Martens eût étendu des tentacules de terreur visibles. Cette idée de tentacules me fit passer sur l'échine un frisson incompréhensible, et je cessai d'analyser les raisons qui m'avaient incité à les prendre pour des phénomènes glaciaires. Plus je réfléchissais, plus cette interprétation me semblait fausse, et brusquement de nouvelles idées se firent jour en moi. J'apercevais d'horribles et grotesques analogies entre l'aspect du sol et ce que j'avais vu lors de mon aventure souterraine. Sans m'en rendre compte, je me mis à répéter des mots sans suite. Les taupinières, mon Dieu, il faut fouiller. Tout cet infernal endroit. Combien, cette nuit-là, à la maison abandonnée, elles ont saisi Bennett et Toby d'abord, de chaque côté de moi.
Puis, frémissant, je me mis à creuser dans le monticule le plus proche de moi, à creuser avec désespoir et jubilation à la fois, à creuser comme un fou, lorsque enfin je criai de saisissement quand je découvris un tunnel ou un boyau exactement semblable à celui où j'avais rampé pendant cette nuit démoniaque. Je me rappelle ensuite m'être mis à courir, bêche en main. C'était affreux cette course, au clair de lune. Je traversai à toute allure des prés couverts de monticules, franchis d'un bond les crevasses malsaines et sans fond de la montagne hantée, et criant, haletant, je bondis à la maison maudite. Là, je me mis à creuser comme un fou dans toutes les parties de la cave étouffée par la bruyère, pour trouver le centre et le cœur de cet exécrable univers de monticules. Je me rappelle avoir éclaté de rire en rencontrant l'entrée du tunnel, un trou situé à la base de la cheminée ancienne. Il y poussait des herbes épaisses, dont l'ombre prenait un aspect terrifiant à la lumière de l'unique bougie que, par hasard, j'avais sur moi. Quelle créature était tapie au fond de cette fourmilière d'enfer, attendant le tonnerre pour sortir? Je l'ignorais. 2 hommes étaient morts, peut-être avait-ce aussi sa fin. Mais il me restait ce désir brûlant d'atteindre le secret le plus intime de ce démon que je continuais à considérer comme une créature bien définie, matérielle et organique. J'hésitais quelques minutes. Allais-je me mettre immédiatement à explorer le souterrain seul à la lueur de ma lampe de poche, ou devais-je d'abord rassembler un groupe de montagnards pour me prêter main forte? Mes réflexions furent interrompues par un brusque coup de vent venu de l'extérieur, qui, en éteignant ma bougie, me laissa dans l'obscurité la plus complète. La lumière de la lune ne traversait plus les crevasses et les ouvertures situées au-dessus de moi. Saisi d'une douloureuse appréhension, j'entendis le roulement sinistre et éloquent du tonnerre. Une multitude d'idées confuses s'empara de moi et je me dirigeai à tâtons vers le coin le plus reculé de la cave. Mon regard, cependant, ne pouvait se détourner de l'horrible ouverture située à la base de la cheminée. Par moments, lorsque la faible lumière des éclairs traversant les herbes au dehors illuminait les fentes du mur, j'apercevais les briques croulantes et les mauvaises herbes qui y croissaient. J'étais consumé d'un mélange de crainte et de curiosité qui allait croissant. Qu'est-ce que la tempête allait faire surgir? À la lumière d'un éclair plus violent, j'allais m'installer derrière une touffe épaisse au travers de laquelle je pouvais voir sans être vu. Si le ciel est miséricordieux, un jour il effacera de ma mémoire le souvenir de ce que je vis. Il me laissera atteindre en paix ma dernière heure. Le soleil me fuit et quand il tonne, les narcotiques sont mon seul recours. La chose surgit brusquement. Rien ne l'annonçait. J'entendis d'abord venant des profondeurs inconcevables un bruit de galopade, un halètement infernal, un grondement sourd, et enfin, je vis sortir par l'ouverture située à la base de la cheminée un jaillissement de vie multiple et repoussante, un flot abominable et ténébreux de corruption organique, 1000 fois plus hideux que les conjurations les plus noires de la folie et de la morbidité, grouillonnante, bouillonnante, houleuse, écumante comme de la bave de serpent, s'étendant comme une maladie infectieuse. Cette horreur sans nom sortait de ce trou béant et débordait de la cave par toutes les issues possibles pour se répandre dans les maudites forêts nocturnes et semer la terreur, la maladie et la mort. La chose n'en était pas une. Elle se composait d'une infinité de créatures. Dieu sait combien il y en avait, des milliers sans doute. Et voir leur flot à la lueur intermittente des éclairs était affreux. Lorsqu'elles se furent suffisamment essaimées pour être aperçues comme des organismes distincts, je vis qu'il s'agissait de singes, nains et velus, ou de démons, caricatures monstrueuses d'une tribu animale. Leur silence était abominable. C'était à peine si j'entendis un cri lorsqu'une des créatures, avec l'habileté que donne une longue habitude, s'empara d'un de ses compagnons plus faibles pour s'en repaître. D'autres attrapèrent ce qui restait pour le manger goulûment. Alors, en dépit du vertige que me causaient la peur et le dégoût, la curiosité fut la plus forte. Pendant que le dernier des monstres s'écoulait et quittait ce lieu infernal d'un cauchemar inconnu, je sortis mon automatique et tirai. Le coup de feu fut couvert par l'éclat du tonnerre. Des ombres torrentielles, rouges et visqueuses se poursuivaient, haletant et glissant dans les corridors infinis du ciel violet et zébré d'éclairs. Fantasmes sans forme, dessins d'un kaléidoscope vampirique, forêts de chênes monstrueusement nourries dont les racines en forme de serpents se tordaient, aspiraient d'innommables sucs dans la terre grouillante de démons cannibales.
Tentacule en forme de tertre, né d'un noyau souterrain de pourriture perverse, éclair de folie sur des murs couverts de lierre malsain, galerie démoniaque étouffée par une végétation putride. Au bout d'une semaine, je me trouvais suffisamment remis pour faire venir d'Albanie une équipe d'ouvriers qui fit sauter à la dynamite la maison des Martens et tout le sommet du mont des Tempêtes. Ils écrasèrent tous les monticules visibles, détruisirent certains arbres trop florissants dont l'existence même était une insulte à l'équilibre de l'esprit. Tout ce lieu maudit disparut dans l'oubli. Après cela, je retrouvai un peu de sommeil, mais je ne goûterai jamais un vrai repos, tant que je me rappellerai cet indicible secret de la peur qui rôde. Il continuera à me hanter, qui sait, en effet, si des phénomènes analogues ne se produisent pas dans le monde entier. Qui, sachant ce que je sais, peut penser calmement aux cavernes inexplorées et à ce qui peut en sortir? Je ne peux plus voir une entrée de métro ou un puits sans frémir. Pourquoi les médecins ne me donnent-ils pas quelque chose pour dormir ou pour me calmer tout à fait quand ils tonnent? Ce que je vis cette nuit-là, à la lueur des éclairs, après avoir tiré sur cette chose rampante et sans nom, était si simple qu'une minute presque s'écoula avant que j'eusse pu comprendre. Et c'est alors que je me mis à délirer. La chose donnait la nausée, répugnant gorille blanchâtre au croc jaune et pointu et à l'épaisse fourrure. C'était le stade final de la dégénérescence d'un mammifère, l'effroyable résultat d'alliances consanguines et de cette nutrition cannibale aérienne et souterraine, le cœur de tout ce chaos, de ce grondement, de cette peur grinçante qui rôde à l'arrière-plan de la vie. L'être en expirant m'avait regardé. Ses yeux avaient la même bizarrerie que ceux que j'avais aperçus dans le souterrain et qui avaient remué en moi de vagues souvenirs. L'un de ses yeux était bleu et l'autre marron. C'étaient les yeux vairons de la maison Martens dont parlait la légende. Et je compris, muet d'une horreur bouleversante, ce qui était advenu de cette famille disparue, de cette famille terrible et sensible au tonnerre, de la sinistre famille Martens.